bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre deuxième webinaire. Donc, comme je venais de le dire, je ne sais pas si tout le monde m'a entendu, donc consacré aux enjeux de l'économie circulaire pour le secteur de la pierre dans le cadre de la semaine de clôture du projet Objectif Bluestone. Alors, je me présente, Leïla Bukens, chargée de mission pour le projet OBS, Objectif Bluestone pour la ville de Soignies, et responsable de l'axe Innover. Alors, je le rappelle, Objectif Bluestone, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme européen Interreg France Wallonie-Vlaanderen, qui est financé par le Fonds européen de développement régional, et vous le savez peut-être déjà, mais c'est 4 ans de collaboration transfrontalière qui touche à sa fin. Alors, Objectif Bluestone, c'est 7 opérateurs wallons et français qui ont œuvré durant ces 4 dernières années au développement d'un carrefour européen de la pierre bleue. Et bien évidemment, nous aurions souhaité organiser ce soir un événement de clôture et de projet autrement, mais les mesures imposées par le gouvernement en raison du Covid-19 font que nous organisons cet événement online, et ce qui fait que nous nous retrouvons virtuellement ce soir. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Lionel De Vlieger, qui est fondateur de la SBL Rotor, et Giacomo Noia, fondateur d'iStone. En quelques mots, je vais vous présenter nos invités et puis je leur céderai la parole évidemment pour qu'ils nous parlent d'upcycling. C'est le thème de la soirée ce soir, comme je vous le disais tout à l'heure. Le thème de notre soirée, ce sont les enjeux de l'économie circulaire pour le secteur de la pierre. Et donc, le programme de cette fin de journée, c'est d'abord un exposé de M. De Vlieger suivi de l'exposé de M. Giacomo Noia. En fin de séance, on vous présentera une petite capsule d'un projet réalisé dans le cadre du projet Objectif Bluestone et plus précisément le concours de design urbain sur le thème Jouer en ville et ses 2 lauréats, suivi d'un petit questionnaire auquel vous pourrez répondre. Donc, vous verrez tout en bas de votre écran, vous aurez la possibilité de répondre à un questionnaire pour savoir si le programme de ce soir a répondu à vos attentes. Et enfin, vous aurez l'occasion de visiter virtuellement une carrière de la pierre bleue. Alors, lors de ce webinaire, vous aurez également l'occasion de poser à tout moment toutes vos questions à nos 2 intervenants, évidemment. Alors, pour cela, il n'y a rien de plus simple. Tout en bas, il suffit de cliquer sur l'onglet « Questions-réponses » en bas de votre écran. Voilà. Et notre équipe se fera un plaisir de relayer les questions aux intervenants. Alors, on commence donc la soirée avec Monsieur De Vlieger, qui est fondateur donc, de la SBL Rotor, comme je le disais tout à l'heure. Il y travaille en tant que chercheur, designer, mais aussi gestionnaire de projets. Il développe des projets en architecture, en design. Il a notamment mis en place une plateforme liée aux matériaux de réemploi, mais il en parlera certainement mieux que moi, et donc je lui cède la parole ce soir. Merci Monsieur De Vlieger d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Je vous Grand laisse merci la parole. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Je vais commencer directement pour éviter de perdre de temps, parce que j'ai assez bien de choses à vous montrer. Voilà, est-ce que vous voyez bien cette image-ci? Oui, j'imagine que oui. Donc voilà, je vais vous parler de toute une série de choses. Qu'est-ce que l'économie circulaire dans le bâtiment aujourd'hui et quel est le rôle que la pierre peut jouer dans cette économie circulaire? Je vais très rapidement vous parler de Rotor. Donc c'est l'organisation dont Leïla vous a parlé, que j'ai fondée ou cofondée avec des collègues en 2005. Nous sommes une organisation qui œuvre pour la promotion du réemploi en général, et on le fait par des biais différents. On fait des projets d'aménagement intérieur, on fait de l'assistance, de la consultance pour des maîtres d'ouvrage et des pouvoirs publics. On fait de la communication, des expositions autour de la question, de la recherche. Et finalement, on a aussi une branche qui s'appelle Rotor Déconstruction, qui est un opérateur en bonne et due forme qui fait du démantèlement de bâtiments et de la préparation des matériaux démantelés en vue de leur réutilisation dans d'autres projets. Alors, sommaire de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais d'abord repasser en vue quelques définitions, puis je vais parler des atouts de la pierre,
Ensuite, des bénéfices du réemploi en général et finalement des défis qui se posent au réemploi et dans son application à plus large échelle. Au niveau des définitions, il y a un livre que nous vous recommandons vivement, qui n'est malheureusement pas encore traduit en français, qui est le livre The Circular Economy, A User's Guide de Walter Style, qui est un des pionniers fondateurs de la notion d'économie circulaire. C'est un architecte suisse qui est actif depuis les années 1970 dans la promotion de l'idée d'un rallongement maximal de la durée de vie des biens de consommation en général, et donc des objets architecturaux et des éléments architecturaux par conséquent aussi. Et donc, il est dans ce paragraphe ici, il indique bien le contraste entre une économie linéaire qui est surtout axée sur une transformation des ressources avec de grandes quantités d'énergie et de grosses machines en biens qui pourront être consommés et reproduits facilement. Donc, tout le focus est sur les flux de biens, les flux de matériaux, tandis que l'économie circulaire fonctionne véritablement dans une logique de stock, de gestion et de maintien de ces stocks, une espèce de gestion en bon père de famille. Et c'est une logique dans laquelle la main-d'œuvre joue un rôle prépondérant en contraste avec les grosses quantités d'énergie, les grosses machines qui sont propres à une logique linéaire. Alors, le CSTC a récemment publié un rapport sur la question de l'économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Ce rapport, vous le verrez si vous découvrez le rapport dans les documents mis en ligne par la CSTC, se base sur 3 axes. Donc, l'économie circulaire dans le bâtiment, pour eux, c'est d'abord une question de urban mining, donc l'identification des gisements existants et leur exploitation. Le réemploi rentre dans cette logique-là, enfin, on y reviendra. Puis, il y a l'économie de la fonctionnalité. Ce sont les logiques au niveau des business models qui sont plutôt dans un rapport de gestion de stock plutôt que de vente, mise à disposition des biens par la vente. Et alors, finalement, il y a le volet conception circulaire, c'est-à-dire comment concevoir des bâtiments qui pourront constituer des gisements dans le futur. Donc, c'est une question d'anticiper les démantèlements de demain. Tous ces éléments-là, vous verrez, seront abordés dans le reste de la présentation. Et je pense que c'est important d'introduire la notion d'économie circulaire. Alors, si on parle de réemploi, dans le secteur du bâtiment, de quoi parle-t-on exactement? Parce que ça semble une notion simple, en même temps, c'est relativement technique. Ici, je vous donne un exemple de réemploi comme nous le menons avec Rotor des Constructions. Donc, on a un immeuble qui va être profondément transformé. Ici, il s'agit d'un immeuble bruxellois et appartenu à Belgacom, l'ancienne RTT, qui est transformé en logement. Les carrelages produits dans les années 40-50 sont de grande valeur. On les extrait, on les emballe dans des petites caisses en plastique, on les transporte sur notre site à Anderlecht où on enlève la couche de mortier qui est encore attachée, d'abord par un procédé physique, puis par un procédé chimique, puis on emballe par paquet d'1 mètre carré les carrelages et on les relivre sur chantier. Dans ce cas-ci, ils ont été réinstallés dans le même bâtiment dont ils ont été extraits, mais évidemment après la rénovation profonde de ceux-ci et la remise au goût du jour. Donc, c'est un exemple de ce que nous, on appelle un réemploi in situ. Ici, en l'occurrence, c'était des carrelages de la firme Serrabati. Il est important de distinguer le réemploi du recyclage, qui a donc été le mode de gestion des déchets de construction de démolition prépondérant dans dans la seconde moitié du XXe siècle dans nos régions et qui est encore toujours le mode de traitement majeur, où des déchets de construction et de démolition inertes sont concassés pour les transformer en un gravier. C'est ce qu'on appellerait typiquement le sous-cyclage, dans la mesure où il y a une perte de valeur fonctionnelle, valeur d'usage de ces biens, mais il y a aussi une perte économique, dans la mesure où se retrouvent concassés des éléments comme de la pierre bleue, des briques, des carrelages, qui pourraient valoir plusieurs centaines d'euros à la tonne
et qui se voit réduit en un produit qui vaut aujourd'hui sur le marché plus ou moins 0 € la tonne, tout en sachant que le mode de cette transformation coûte beaucoup d'énergie au concassage et produit ses effets de pollution atmosphérique. Il est important aussi de distinguer le réemploi des éléments de construction de ce qu'on appelle la préservation ou adaptive reuse pour utiliser un terme anglais aussi assez spécifique. Là, il s'agit de la réaffectation de bâtiments. Donc, la tour que vous voyez là est une tour qui va être transformée, c'est-à-dire remise aux normes contemporaines. Vous avez un projet bruxellois, la tour Multi, ancienne tour Philips. Dans ce cas-là, comme les éléments ne vont pas quitter l'ensemble, le bâtiment d'origine, ne vont ni être déplacés, ni être transformés profondément, on ne parle pas de réemploi d'éléments de construction. Je vais passer assez rapidement ici dessus. Ici, on a fait une comparaison entre ces trois logiques, le réemploi, le recyclage, le maintien de l'existant. Je ne vais pas parcourir tout en détail, mais il est important de savoir que donc, le recyclage reste vraiment un mode de traitement qui est dans une logique linéaire, c'est-à-dire on va se focaliser sur une gestion la plus rapide possible des flux de déchets. On va mettre en œuvre des grosses machineries qui demandent un investissement important. Il s'agit aussi de modes de traitement qui emploient très peu de monde. Donc, au niveau de leur, comment dire, l'impact économique, la mise en emploi est très réduite. Il y a très peu de valeur ajoutée qui est créée, tandis que dans le réemploi, on est dans le contraire. On est plutôt dans quelque chose qui demande beaucoup de main-d'œuvre, qui crée une très grande valeur ajoutée, qui se situe plutôt à une plus petite échelle, et on est évidemment dans la logique du stock, de la gestion de stock. Voilà, important de savoir aussi évidemment que le réemploi, c'est une pratique ancienne. On pourrait donner beaucoup d'exemples. Ici, un exemple qu'on a choisi est un exemple bruxellois. Donc, vous savez que le palais de Charles Quint, qui était au sommet du Koudenberg, l'actuel Mont des Arts, a brûlé au début du XVIIIe siècle. Après ça, les gestionnaires, enfin les autorités publiques ont dû organiser le démantèlement de ces ruines. Pour ce faire, c'est un marché qui a été organisé où l'entrepreneur qui a démantelé les matériaux a calculé le prix de la main-d'œuvre et le prix et la valeur de la revente des matériaux. Et la vente des matériaux dépassait très, très, très largement les coûts de démantèlement. Bon, il y a d'autres structures qui ont été démantelées plus tard, et là, on a procédé par des ventes de lots entiers. Donc, c'est sur le même site, mais d'autres bâtiments. Et donc, on organise des ventes publiques. On dit, voilà, ici, une charpente qui va être démantelée. La charpente dans son entièreté est vendue, le lot de châssis, de portes, etc. Pratique tout à fait courante et qui est perpétuée au XIXe siècle aussi. Ici, vous voyez l'enseigne, l'entrée des établissements de M. Achille Picard, entrepreneur en démolition, qui intervient dans les démantèlements haussmanniens du Paris de la seconde moitié du XIXe siècle. Et là aussi, des lots entiers, donc des pâtés de maisons entiers qui devront être démolis, par exemple, pour la construction de boulevards haussmanniens, sont vendus à des entrepreneurs comme M. Picard, qui alors payent pour pouvoir récupérer les matériaux qui se trouvent dans les bâtisses sur ces terrains. Maintenant, le XXe siècle voit la fin de toutes ces pratiques. Ici, vous voyez quelques images iconiques de la destruction de Prutt Igoe. Quels sont les facteurs qui contribuent à ce basculement de la situation? Donc, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a plus aucune instance d'une situation où le démantèlement d'un bâtiment rapporterait de l'argent. Donc, on se retrouve systématiquement dans une situation où c'est plutôt le propriétaire qui va payer pour la démolition, et tous les gravats sont considérés comme des déchets et non comme des ressources. Ce qui joue là-dedans, c'est une accélération des temporalités de démantèlement qui sont rendues possibles par l'apparition de la dynamite d'un côté et les engins lourds de chantier, donc les bulldozers, les grues, les marteaux-piqueurs, etc. Et grosso modo, c'est lié à l'apparition du moteur diesel mobile à la fin des années 20, début années 30.
Mais bon, c'est aussi évidemment l'évolution du coût de la main-d'œuvre qui va fortement jouer dans cette évolution. Bon, le réemploi a été remis au goût du jour. Évidemment, l'économie circulaire est à la mode et pour de très bonnes raisons. Et donc, il y a toute une série de directives et de recommandations de la part des autorités publiques, que ce soit au niveau régional ou au niveau européen, qui tentent d'encourager des logiques circulaires. Donc, ce sont autant de ressources que vous pouvez aller justifier pour appuyer une démarche en réemploi. Ce n'est pas pour autant que c'est chose facile. Alors, dans ce contexte de réemploi, d'encouragement au réemploi, qu'en est-il de la pierre? Quels sont ses atouts? Je vais vous donner un exemple d'un démantèlement qu'on a mené avec Rotor Déconstruction il n'y a pas longtemps. Imaginez le hall d'entrée d'un immeuble de bureau à Bruxelles, dans le quartier européen. Il était entièrement recouvert de marbre de Carrare, le hall d'entrée. Et c'est un sol qu'on a pu facilement extraire. Enfin, facilement, c'est peut-être beaucoup dire. Mais disons, les joints entre les plaques de marbre étaient posés en ciment. Donc, on a dû tailler ces joints avec un disque de diamant refroidi à l'eau pour alors pouvoir extraire les plaques. À part ça, les plaques étaient posées sur du plâtre comme il se doit. On a pu récupérer les plaques dans leur entièreté et les revendre comme revêtement de sol. Qu'est-ce qui rend le réemploi possible ici? C'est la relative malléabilité du matériau. Le fait que sa grande valeur réside dans la surface qui a été polie, mais qu'on peut repolir après pose. Et puis, évidemment, le fait qu'il s'agit d'un matériau de valeur relativement élevée. Donc, son réemploi en vaut la peine et le surplus de main-d'œuvre est justifié par le gain en termes économiques pour un matériau pareil. Ici, c'est encore des images de cette opération d'extraction. Je vous montrerai d'autres exemples aussi, mais comment dire, les métiers de la pierre existants et la malléabilité dont je vous parlais font qu'une remise à dimension est relativement facile et on peut s'imaginer que dans une logique future, ça puisse se faire aussi à tel point qu'il y a des architectes comme l'architecte que vous connaîtrez sûrement très bien, Gilles Perraudin, vont dans une logique d'économie circulaire concevoir des bétons, des structures entières avec de la pierre massive posée sans ciment, un peu comme Obélix le ferait dans l'album Astérix et Cléopâtre, dans l'idée que plus tard, cette structure-là, si jamais elle doit être démantelée ou transformée, elle sera un gisement important d'une matière qui est de qualité et qui est pure et qui peut facilement être transformée et remise en œuvre ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment de la logique de conception circulaire. Qu'en est-il des bénéfices du réemploi? D'abord, il y a évidemment la réduction de l'impact environnemental. Ce qu'on a représenté ici, c'est comment dire, les impacts environnementaux d'un bâtiment qui doit être démantelé ou démoli à gauche et reconstruit à neuf à droite. Si on va utiliser les matériaux issus du démantèlement à gauche pour la construction à droite, on voit que les impacts qui sont représentés par les petits carrés noirs ici, les impacts les plus importants au niveau du traitement des déchets, l'extraction des matières premières et de la production sont bypassés. Donc, on arrive à les éviter et on se retrouve à intégrer directement ces matériaux récupérés dans la nouvelle structure. Si évidemment on réutilise en fin de vie ici, encore une fois, ces matériaux, on évite en plus ces derniers impacts-là. Cette réduction d'impact, elle est telle qu'il y a moyen, si on est dans une logique vraiment de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on peut, par exemple, en utilisant des briques de réemploi dans une villa, une maison neuve, comme vous la voyez ici, on peut réduire les émissions de 25 tonnes. Enfin, donc dans la simulation ici, l'usage de ces briques de réemploi pour la façade permet de réduire l'impact de la maison dans son entièreté de 25 tonnes de CO2, ce qui équivaut plus ou moins à
les réductions réalisées par des panneaux photovoltaïques sur la toiture pendant 10 ans. Ce qu'on appelle un quick win. Aujourd'hui, enfin, on a eu le soutien du CSTC pour calculer la différence d'impact environnemental des carrelages que nous posons, enfin, que nous nettoyons, remettons en œuvre et enfin, préparons au réemploi. Ce que vous voyez ici, c'est l'impact environnemental d'un carrelage neuf dans un sol et ici, l'impact du carrelage de réemploi. Donc, il est évident qu'en termes de non seulement d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi tous les autres types d'impacts qu'on peut avoir, consommation d'eau, eutrophisation, etc., l'impact est nettement, nettement moindre. Évidemment, il faut tenir compte de l'impact du transport. Donc, il deviendrait absurde d'aller mettre en œuvre des pavés récupérés de l'autre bout de l'Europe. Enfin, donc, il ne faudrait pas que le bénéfice en termes d'émissions de CO2 qu'on réalise en utilisant du réemploi soit annulé par le fait, par des impacts de transport trop importants. Donc ça, c'est un facteur à tenir en compte, ce qui fait qu'il est vraiment important de développer des marchés locaux. Et le second atout important, j'en ai déjà parlé brièvement en tout début, c'est le fait que le réemploi permet le développement de l'emploi. Donc, ça soutient une économie locale qui est donc active dans la prolongation de la durée de vie des biens. Et évidemment aussi le maintien d'un savoir-faire qui est souvent, quand on parle des métiers de la pierre, ancestral. On crée des emplois qui sont à très faible impact environnemental, ce qui n'est pas toujours évident dans le contexte de l'économie productive contemporaine. Donc, ce sont à ce niveau-là des emplois vraiment importants et, disons, professionnellement très valorisants pour ces raisons-là aussi. En général, nous, on tient compte d'un ratio de 1 à 7 quand on compare des opérations de démantèlement que nous avons menées. Ici, évidemment, on n'est pas dans un contexte de pierre, on est dans un contexte de démantèlement d'un faux plafond. Si on compare le nombre de personnes dont nous avons besoin pour mener ces opérations versus la main-d'œuvre dont on a besoin pour mener la même opération avec une grosse machine, c'est ici, par exemple, un Bobcat qui va arracher directement un faux plafond en lamelles métalliques pour en faire des vieux métaux. On est dans ce rapport de travail-là. Évidemment, dans un contexte où la main-d'œuvre reste encore aussi chère qu'elle ne l'est en Belgique, le réemploi n'est toujours que possible pour les matériaux à très haute valeur ajoutée. Dès qu'il y aura une taxation convenable des produits dont la manufacture génère des émissions de CO2 très importantes, ce rapport de coût pourrait être modifié. Et alors, finalement, troisième avantage, c'est la préservation de la culture embarquée. Donc, la réutilisation des matériaux permet aussi de préserver, en quelque sorte, la dimension patrimoniale des matériaux qui sont préservés. Donc, nous sommes assez forts à plaider pour une notion de patrimoine mobile. Donc souvent, la logique 20e siècle de l'idée de patrimoine architectural se focalise très fort sur l'intégrité du bâtiment dans une vision de, voilà, c'est l'architecte créateur qui a conçu une œuvre d'art et il faut qu'elle soit conservée dans son intégrité. Pour nous, il est important d'ouvrir cette notion relativement étroite du patrimoine et d'aller reconnaître le fait que des éléments de construction peuvent aussi avoir une valeur patrimoniale. Ici à gauche, vous voyez un détail d'un revendeur de matériaux rustiques, Queen of the South, Henk, qui insistait assez bien sur cette dimension-là. Mais même quand on regarde des matériaux plus récents, comme ce carrelage à droite en bas de la firme Welkenrad, qui date de 1948, pour nous, ce sont comment dire, ces pièces-là sont aussi l'illustration d'un savoir-faire, même si c'est de production industrielle, mais un savoir-faire qui n'existe plus et qui était unique à son époque.
Pour continuer sur cette lignée de l'élément de construction comme patrimoine embarqué, ici, je vous mets quelques images d'un démantèlement mené récemment à Bruxelles. Il s'agit d'un énorme immeuble dans la rue Lebeau qui malheureusement va être démoli, même s'il était de grande qualité. On a dû procéder là à comment dire, un sauvetage en urgence et on s'est focalisé sur les marbres, entre autres, parmi quelques autres éléments, sur les marbres des tablettes de fenêtres, dont il s'avérait que c'était des marbres qui sont aujourd'hui quasiment épuisés dans ce cas-ci. Donc ceci, c'est un grand antique du Nord, je pense, un marbre français. Et ici en bas, vous voyez que à l'origine, les premières versions de ces tablettes étaient des tablettes réalisées en marbre bleu belge, qui est un marbre très typique de nos régions qui est entre-temps épuisé. Donc, la seule façon de retrouver ce marbre-là, c'est en tant que gisement dans des bâtiments existants. Voilà. Alors, après avoir parlé des atouts, parlons des défis de réemploi, parce qu'ils sont évidemment nombreux. Ce qui est important, c'est de fixer des objectifs en termes de réemploi pour les commanditaires, pour les architectes. Donc, il y a plusieurs pistes pour fixer ces objectifs en fonction de la phase du contexte de projet. Par rapport à un bâtiment existant, il s'agit de maintenir au maximum ce qui est déjà là, donc ne pas démolir. C'est plutôt la logique dont je parlais tout à l'heure, menée par exemple pour cette tour multi. Et puis, faire en sorte qu'un maximum de matériaux sortants, ceux qui doivent sortir, soient réemployés, et ensuite faire en sorte que les matériaux non réutilisables suivent les filières les plus hautes sur l'échelle de l'ANSSI, c'est-à-dire un recyclage, mais un recyclage haute qualité, veiller à ce que des molécules de valeur, par exemple des métaux précieux ou des métaux potentiellement polluants, ne se retrouvent surtout pas dispersés dans la nature. Et puis, vis-à-vis des travaux de construction et de rénovation, il faut maximiser l'usage de matériaux de construction ici, des réemplois, dans les matériaux qui sont nouvellement mis en œuvre, minimiser l'énergie grise des matériaux entrants, donc utiliser des matériaux biosourcés, etc. Et puis, veiller à ce que le projet puisse évoluer dans le temps et permettre la valorisation future de ses constituants. C'est le design for change dont je vous ai déjà parlé aussi. Ici, en ce qui concerne le réemploi des éléments, nous, on va se focaliser sur les deux éléments qui sont surlignés en jaune. Donc, faire en sorte qu'un maximum de matériaux sortants soient réemployés quand on parle d'un chantier de démolition, et maximiser l'usage des matériaux de construction issus du réemploi pour de la construction à neuf. Alors, comment est-ce qu'on peut réaliser ces objectifs? C'est entre autres en s'appuyant sur les opérateurs existants. Et donc, il a été fait référence du projet Opalis que nous menons. C'est donc un projet d'identification des opérateurs professionnels qui sont actifs dans la revente, la remise en état et la revente de matériaux récupérés, donc de matériaux de seconde main. Un projet qu'on a commencé pour la Belgique en 2012. Entre-temps, dans le contexte d'un projet européen, on a étendu cette logique sur la France et les Pays-Bas. Et on collabore avec un partenaire qui s'appelle Salvo, qui fait le même travail au Royaume-Uni. Donc, si vous allez sur ces sites web, opalis.eu ou salvoweb.com, vous allez retrouver une multitude d'opérateurs. Il y a moyen de faire des recherches assez précises sur leurs spécialités. Par exemple, si je vous donne quelques exemples, pas tous actifs dans le domaine de la pierre d'ailleurs. Et en bas, vous voyez l'entreprise BCA Matériaux Anciens est une entreprise qui a fourni le bois qui a servi au bardage d'un bâtiment récent qui est une résidence pour étudiants à Cambridge et donc qui est entièrement revêtu de bois de récupération. Ici, une autre image, j'ai l'impression que c'est l'entreprise Van Dijk, près de Liège, que vous connaissez peut-être, qui est spécialisée dans la pierre de réemploi et qui fait beaucoup de pierre bleue, évidemment. Donc, en l'occurrence, ils savent tout sur les bordures de trottoirs qui ont été mises en œuvre en Belgique. Ils en récupèrent énormément. Ils retravaillent ces bordures, par exemple, en taillant les extrémités.
Et ces éléments peuvent alors être réintégrés dans des projets d'aménagement urbain ou d'espace public, comme dans ce cas-ci, le parc Josaphat à Bruxelles. Voilà, encore quelques images prises chez ces opérateurs. Donc, nous avons des milliers d'images, comme on a fait les visites de tous ces opérateurs. Et je vous invite à visiter le site. Il y a beaucoup à glaner concernant les revendeurs de pierres dans les régions qui vous intéressent. Alors, le troisième défi, c'est comment organiser l'extraction des réutilisables. Donc, l'objectif, c'est de dresser un inventaire des matériaux présentant un haut potentiel de réemploi pour que ceux-ci puissent être extraits du bâtiment en vue d'être réutilisés. C'est un nouveau métier, en quelque sorte, le dresseur d'inventaire des réutilisables. Quels sont les facteurs qui affectent le potentiel de réemploi? C'est les quantités en place, les modes de fixation, l'organisation de la logistique, l'état des matériaux, etc. Il y a toute une multitude de facteurs. Évidemment, ce sont des analyses qui doivent être réalisées par des experts, des gens qui ont une bonne expérience de ce type d'inventaire. Donc, en pratique, il s'agit de faire une visite, prendre des photos, des relevés, des notes, éventuellement faire des tests de démontage et de nettoyage pour voir combien de temps prend un démantèlement, pour voir si c'est économiquement faisable, et puis réaliser des études supplémentaires si nécessaire concernant l'historique du bâtiment, l'impact environnemental, éventuellement le risque de toxicité s'il y a de l'amiante ou du goudron, etc. Ici, vous voyez une fiche typique, enfin une fiche type que nous dressons lorsqu'on fait un inventaire pareil. En l'occurrence, le matériau traité dans cette fiche-ci est un marbre utilisé comme revêtement mural dans une petite annexe. Donc, sur cette fiche apparaît un classement du potentiel. Donc ici, le matériau est classé vert, donc c'est plutôt bénéfique. Le lot est décrit, les qualités, les dimensions. On fait une documentation visuelle des caractéristiques. On montre les résultats de tests de démontage et de nettoyage. Et alors, assez important, en bas à droite, vous voyez un exemple de remise en œuvre. Donc ici, une salle de bain réalisée avec du marbre de réemploi. Il s'agit là d'inspirer les architectes pour le nouveau projet, pour aller titiller et rendre compte de la valeur du matériau qui se trouve dans le bâtiment ancien. Et alors finalement, on met aussi les contacts des revendeurs spécialisés qui sont censés être intéressés par ces matériaux qui pourraient les racheter. Alors, à quelle fin il y a deux options. Soit lors d'un démantèlement, on est dans une logique de réutilisation des matériaux hors site, soit on est dans une logique de réutilisation sur site. Et donc, pour le hors site, l'idée, c'est de transmettre les matériaux démantelés à des professionnels qui vont se charger de la remise en état et de la revente. Donc, ce sont les revendeurs Opalis dont j'ai parlé. Donc, c'est un inventaire qui peut être fait et alors envoyé par les revendeurs, aux revendeurs. Ces gens-là peuvent aussi donner des conseils sur le potentiel de réemploi et comment dire, il est aussi possible de rentrer dans d'autres logiques que une logique de vente. On peut procéder à des dons, on peut passer par des ressourceries, par des petites annonces, etc. aussi, évidemment. Et alors, il y a une logique de réemploi sur site, ça c'est autre chose. On va prendre les éléments et les réintégrer dans le projet après modification. Là, évidemment, il faut anticiper la répartition des rôles. Il est important de savoir où ces éléments vont être stockés, qui va faire la remise en état, etc. Ça demande pas mal d'organisation à ne pas négliger. Bon, et alors, le mouvement inverse, quand on va pour rendre le réemploi possible, c'est intégrer des éléments de réemploi dans un projet neuf, c'est-à-dire prescrire le réemploi des matériaux. Donc ça, c'est tout un travail à faire par les architectes, par les maîtres de l'ouvrage. Donc, faire en sorte qu'un maximum d'éléments soient réutilisés lors des travaux de construction ou de rénovation. Quels matériaux? Soit des matériaux fournis par des vendeurs professionnels, soit évidemment les matériaux réutilisés sur site. L'exemple que vous voyez ici, c'est un aménagement d'espace public à Bruges, réalisé en 2018, entièrement avec des briques de réemploi, donc des clamstein moulés à la main. C'est des quantités assez impressionnantes qui ont été mises en œuvre ici. Alors, il est important d'essayer de se fixer des objectifs pour vraiment que les quantités mises en œuvre soient importantes et donc d'avoir un objectif
ouvert, une ambition formulée. Il y a aussi moyen d'avoir un objectif très spécifique pour un lot précis ou alors un objectif chiffré. Mais c'est quelque chose qu'on recommande et ça facilite très fort le travail et parce que les obstacles existent et donc c'est bien de savoir, voilà, nous voulons par exemple réaliser un aménagement avec 2%, 3%, 4% en tonnage de matériaux issus du réemploi. Ce sont déjà des objectifs ambitieux. Ici, le petit projet que vous voyez en dessous, c'est un projet qu'on a réalisé, une extension, un bloc sanitaire, où on a travaillé un maximum avec du réemploi ou des fins de stock. Et donc, quand vous voyez la proportion en mètres cubes, en kilos et en euros, ça évolue évidemment, mais c'est surtout en euros que l'impact du réemploi pèse sur le projet. Je pense que dans cette structure-là, il n'y a que la dalle en béton qui était réalisée en neuf. Voilà. Pour vous donner une idée d'ambition fixée en termes de remise en œuvre de matériaux de réemploi, ceci c'est un revêtement d'une ancienne banque, la banque BNP Paribas Fortis ou ancienne Générale de Banque à Bruxelles, dont les intérieurs ont malheureusement dû être démantelés lorsque cette banque a été entièrement rasée. C'est des intérieurs réalisés par un architecte intérieur célèbre, Jules Waps. Et là, nous avons donc extrait ces revêtements de sol en granit qui ont été nettoyés sur place, palettisés, stockés pendant plusieurs années pour alors finalement être remis en œuvre comme revêtement de sol dans un aménagement des bureaux d'une société de logements sociaux, donc en 2019 à Westerlo. Ici encore un zoom in sur ces sols-là. Il est clair que par rapport à tout ce projet d'aménagement intérieur, les sols pèsent très lourd, donc ça permet de réaliser des ambitions, si on s'était fixé ces ambitions en termes de tonnage, de les réaliser assez rapidement. Alors, la passation du marché des travaux est évidemment un élément délicat. Ici, on recommande quelques approches intéressantes. Donc, pour les matériaux démontés sur place, il peut être intéressant d'organiser une présentation de ces matériaux lors d'une visite sur le site. Donc, une espèce de petite exposition à destination des entrepreneurs et des concepteurs aussi pour se familiariser avec ces matériaux. On a fait ça dans plusieurs projets de notre côté. Et aussi permettre la mise en place d'un principe de substitution dans les clauses d'exécution. Donc, pour le même projet qui est illustré en haut, qui est la transformation des bureaux de l'ASBL Zineke à Bruxelles, on a prévu que si l'entreprise trouve des opportunités de réemploi lors des travaux, elle peut les proposer aux architectes et aux maîtres d'ouvrage. Donc, ça n'est pas inscrit comme une obligation dans le cahier des charges, mais en cours de route, l'entrepreneur peut lui-même s'amener avec des propositions, ce qui est très, très intéressant. Et donc, si l'entreprise ne parvient pas à trouver le matériau de réemploi, on prévoit des plans B pour ne pas être bloqué. S'assurer de l'aptitude à l'usage, c'est évidemment important. Donc, comment faire? Donc, évidemment, contrairement aux produits neufs, les matériaux de réemploi sont rarement accompagnés d'une documentation technique détaillée. Ils n'en sont pas pour autant de moins bonne qualité. Et donc, selon les exigences, il y a plusieurs approches qui sont possibles. Un audit sur site avant démontage, un examen visuel, des mesures extrapolées. Et puis, on peut se baser sur la documentation fournie par certains fournisseurs ou alors effectuer des essais complémentaires en laboratoire. Ou alors procéder évidemment comme stratégie complémentaire à un surdimensionnement ou un usage à des fins moins contraignantes. Typiquement, pour la pierre, ce serait utiliser un revêtement de parois comme sol. Important est à nouveau de s'appuyer sur les professionnels. Donc, les revendeurs professionnels, ils proposent des garanties sur certains aspects de leurs produits qu'ils connaissent bien, l'homogénéité des lots, leur composition, leurs dimensions, les caractéristiques techniques, etc. Donc, si nécessaire, il y a des tests et quand la taille de la commande le permet, il y a moyen d'aller, comment dire, effectuer des tests plus poussés qui permettent de mesurer avec précision les caractéristiques. Donc, des tests de résistance, de compression, de porosité pour les briques, typiquement pour la pierre naturelle, c'est évidemment envisageable aussi.
ce que nous recommandons, c'est de procéder à ces tests de façon contradictoire, c'est-à-dire donc en présence du vendeur et de l'acheteur. Voilà. Une fois de plus, je vous recommande le site Opalis pour avoir un bel aperçu de tous ces opérateurs professionnels existants. Voilà. Et je vais terminer ici avec un slide qui présente le projet dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est le projet dans le contexte duquel on procède à un élargissement du scope du projet Opalis, donc vers la France, les Pays-Bas, l'Angleterre et la Hollande. C'est un des objectifs de ce projet Interreg, d'échange d'expertise et de compétences, comme votre projet OPS, mais qui vise aussi à mettre en place une série de projets pilotes et d'en tirer les enseignements nécessaires. Je vous remercie. Merci beaucoup de vigueur pour cet exposé. Alors, on a déjà quelques petites questions qui nous sont parvenues. Donc, la première concerne le tout début de votre exposé et est-ce que l'on peut se fournir facilement l'ouvrage que vous avez recommandé sur l'économie circulaire? Oui, donc je vous ai parlé de cet ouvrage sorti en 2019. On peut se le procurer facilement, oui. Il est tout à fait disponible en librairie. Je suis sûr qu'on peut se le faire livrer chez soi aussi, mais évidemment, on recommande de passer par des petits libraires plutôt par les grosses forêts tropicales. Je n'ai pas mentionné le fait que nous avons publié en 2018 aussi un ouvrage qui s'appelle Déconstruction et réemploi et qui concentre un petit peu toutes nos connaissances sur la question de la récupération des matériaux et de leur remise en œuvre, et où on parle pas mal de pierres aussi. Le petit exposé historique que j'ai fait sur l'histoire du réemploi apparaît en détail dans cet ouvrage, dont le dernier chapitre est une série de recommandations à l'égard des pouvoirs publics sur comment stimuler le réemploi. Donc ça, c'est déconstruction et réemploi, et les auteurs sont 4 personnes de Rotor, dont moi-même. Très bien, écoutez, un grand merci. Je vois qu'on a une deuxième question. Alors, existe-t-il en Hauts-de-France, je vais reprendre, excusez-moi, 2 petites secondes, la totalité de la question. Donc, existe-t-il en Hauts-de-France une filière de récupération, revente des matériaux semblables à la plateforme Opalis? Mais donc, en Hauts-de-France, il y a une série d'opérateurs qui sont repris sur la plateforme Opalis. Donc, à terme, l'idée est de reprendre un maximum de revendeurs français sur la plateforme Opalis. Maintenant, c'est du travail en cours, work in progress, comme on dit. Donc, pour l'instant, vous allez voir que la densité des revendeurs documentés sur la plateforme Opalis est nettement plus réduite en France qu'en Belgique. C'est juste parce que le travail n'a pas encore été fait dans son entièreté. Donc, c'est un travail d'inventaire qu'on fait en collaboration avec un partenaire français qui est l'association Bellastock. Et donc, là, le travail est encore en cours. On espère que pour la fin du projet Interreg, dans 1 an et demi, on aura un aperçu plus étoffé. Très bien, merci beaucoup. Alors, encore une petite question. Existe-t-il des clauses de réemploi pour les marchés publics et où? Disons que nous avons fait un travail d'écriture de clauses pour les marchés publics, entre autres pour une série de matériaux pierreux. Et ces clauses techniques, vous pouvez les télécharger sur l'onglet documentation du site opalis.eu. Donc, si vous allez là, vous allez retrouver une tentative d'aller écrire des clauses techniques standardisées pour ces matériaux-là. Maintenant, c'est aussi un travail en cours. Je pense que la façon dont nous avons procédé pour écrire ces clauses, c'est d'aller nous concerter avec toute une série de spécialistes pour ces matériaux-là. Donc, typiquement pour des pavés ou pour des bordures de trottoirs. Voir qu'est-ce qui permettait de définir la qualité d'une bordure de trottoir de réemploi et comment objectiver disons, les qualités attendues.
maintenant, donc je pense que ça peut certainement servir comme inspiration. Bien. Écoutez, merci beaucoup. Donc, je vais prendre peut-être une dernière question pour clôturer l'intervention avec Monsieur De Vlieger. Par rapport à un chantier classique, quel est le surcoût éventuel pour un projet faisant la part belle au réemploi de matériaux? Impossible de répondre à cette question de façon univoque. Disons que je pense que en général, ce que nous voyons, c'est que la transition vers le réemploi permet de mettre en œuvre des matériaux de plus haute qualité, de plus haute gamme que ce qui aurait été possible avec le même budget. Donc typiquement, un aménagement avec du marbre en façade ou du marbre en revêtement de sol dans de l'architecture contemporaine est rendu possible par le recours au réemploi et n'aurait pas été possible avec si c'était s'agit d'un marbre neuf. Mais il est clair qu'il y a toute une dimension de pilote automatique dans la conception et dans la mise en œuvre qui est moins possible avec le réemploi. Ce que nous faisons, c'est d'essayer d'aller faciliter tous les flux afin de faire que les petits problèmes d'ajustement pour mettre en œuvre des matériaux de réemploi disparaissent, pour que tout ça soit un maximum facilité, que l'information circule le plus fluidement possible. Et ça, je pense que c'est un travail de longue haleine et de concertation entre les opérateurs surtout. Oui. Écoutez, merci beaucoup pour vos réponses. Merci d'avoir participé à ce webinaire ce soir. Je vois que tous les participants et spectateurs, en tout cas, sont très satisfaits et vous remercie également pour votre intervention. Je vais maintenant céder la parole, si vous voulez bien, à Giacomo Noia, vous dire au revoir et à très très bientôt, Monsieur De Vlieger. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, à très bientôt. Merci. Donc voilà, je vais céder la parole maintenant à Monsieur Giacomo Noia, donc qui nous fait aussi l'honneur d'être présent ce soir. Il est le fondateur d'iStone, donc un atelier de design artisanal qui développe des accessoires de style en pierre, notamment dans une démarche forcément d'upcycling, le thème de la soirée ce soir. Tout comme Lionel, il a fondé sa société. Je lui cède la parole pour qu'il puisse nous parler de ses projets. Voilà, à toi Giacomo. Bonsoir à tous, merci d'être là à ce rendez-vous. Comme Léla l'a bien présenté, iStone développe des accessoires en pierre, accessoires de style plutôt. Avant, je disais de la mode, mais je fais une distinction entre la mode et le style, parce que je ne rentre pas justement dans un processus de grande industrialisation. C'est plutôt rendre un objet qui est anodin en un objet haut de gamme. Et ici, ce soir, je vais vous parler entre comment je suis arrivé à iStone. Ça fait 17 ans que je travaille la sculpture sur pierre. Donc, de la sculpture, je suis passé par l'artisanat, bon, évidemment. Et puis, je me suis intéressé au design. Donc, comme vous voyez ici, j'ai noté entre l'art, l'artisanat et le design, l'art donnait à penser, l'artisanat donnait un savoir-faire et le design donnait des solutions. Ça, c'est on va dire, on peut dire que c'est mes 3 brands, sans vraiment être 3 brands, mais c'est mes 3 structures auxquelles je me balade d'un à l'autre. Mais j'ai mis plus en avant iStone. Ce qui m'intéresse, c'est iStone, le mettre en avant. Et là, on va comprendre petit à petit comment je suis arrivé là. Donc, il y a 15 ans d'ici, j'ai travaillé la calligraphie tibétaine. Et comment je trouvais les pierres? J'allais dans les marbreries et je prenais les déchets de pierre. Bon, je savais pas du tout ce que j'allais faire. C'était vraiment une aventure autodidacte. Et j'ai travaillé sur toute une série de calligraphies tibétaines sur des pierres que je récupérais dans les marbreries.
puis, après quelques années, j'ai fait ma première expo sur toute une série de pierres auxquelles j'intégrais des éléments de recyclage. Donc ici, je traitais la sculpture comme des cadres, donc des cadres sculptures auxquels j'ai intégré des morceaux de bois, de la peau que j'ai récupéré chez des entreprises qui recouvraient les sièges de voitures. J'allais récupérer les peaux et là, j'en faisais quelque chose de plus artistique. Et ici, justement, il y a une phrase de Bruno Munari qui dit « L'art est la recherche continue, l'assimilation des expériences passées, ajoutée d'expériences nouvelles, dans la forme, dans le contenu, la matière, la technique et les moyens. » Donc voilà, ici, c'est un peu la palette des sculptures que j'avais travaillées il y a quelques années, qui parlaient de l'homme, l'univers et la nature. Du moins, j'abordais le thème. Je me suis amusé d'ailleurs à faire ça. Et ici, il y a pas mal de matériaux que je trouvais. Bon, là, on peut voir la première tout au-dessus à droite. Je récupérais tous les morceaux d'éclats de marbre que au lieu de les jeter, je les réintégrais dans la sculpture pour leur donner une autre vie, quoi. Ici, c'était plus relation avec l'architecture. Bon, ici, on n'est pas... Là, on ne parle pas de upcycling, c'est juste le passage pour vous faire arriver à Hightstone. Donc, c'est pour ça que c'est important que je vous parle de ça, pour que vous compreniez où je suis arrivé et comment je suis arrivé à Hightstone. Donc ça, au lieu d'aller prendre, par exemple, une colonne en massive, j'allais le faire avec des plaques. Donc, je prenais des plaques, j'ai dû faire une grande table pour pouvoir mettre la longueur des plaques sur la même table, pour pouvoir aligner l'écriture et pouvoir la travailler. Et ici, bon, j'avais travaillé aussi sur toute l'architecture intérieure. Il y avait tout un mur là où vous voyez la colonne, et j'ai gardé le contour de la porte, là où il y avait une porte avant, pour donner cet effet où le bras rentre dans la colonne et on a l'impression, du moins, c'était l'intention que j'avais, de faire flotter la colonne. Le parquet qui était à terre, on l'a récupéré et on en a fait le WC là qui est derrière, que vous voyez. Donc on a tout recollé autour de cette petite salle de bain WC, et on y a intégré un aquarium. On le voit très peu là, on le voit pas bien. Peut-être qu'ici, non, pas du tout. Donc il est là juste derrière la colonne. Ici, une cheminée, donc avec toujours... il y a une partie de morceaux que je récupérais, et puis il y a des morceaux de pierre, évidemment, que j'ai dû acheter pour le client. Et voilà, ça c'est une... Ici, c'est des miroirs, donc qui étaient assez volumineux, sauf ceux du dessous sont très petits, plutôt 50 sur 50. Des horloges. Là, comme vous voyez en dessous, ici, je récupérais de la poussière de rouille et je la déposais sur la pierre. Donc, je faisais une préparation sur la pierre pour qu'il y ait un accrocheur, et j'y mettais cette poussière de rouille pour donner des nuances de texture et même de volume. Et d'ailleurs, à gauche aussi, on peut voir des pots que je récupérais comme dans les sculptures précédentes et que je collais sur la pierre. Ça, c'est des tables, toujours des tables. Là, des tables à thé, je les appelais les tables à thé parce que c'était plusieurs morceaux que j'emboîtais. Donc, je faisais... c'était une technique d'emboîtage, quoi. Je creusais à la main. Bon, c'était un peu complexe comme travail parce que j'allais creuser tout à la main pour pouvoir emboîter les pièces une dans les autres. Donc, les deux tables qui sont au-dessus. Et le reste était tout démontable. Ça, c'est des tables assez volumineuses. Donc, celle du dessus, j'affinais la table pour lui donner l'apparence de légèreté, mais l'épaisseur, c'est du 3 cm. Et puis, j'allais creuser en concave
pour lui donner un côté esthétique. Les tables d'en dessous font plus ou moins 2,50 m sur 90, donc c'est assez balèze. Il y a une table pour l'extérieur, une table pour l'intérieur. Et ça, c'est toute une collection avec table et chaise. Donc ça, c'était complexe comme travail parce que, bon, il fallait, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, en agrandissant ici, les chaises derrière. Donc j'allais vraiment dans la finesse de la pierre pour lui donner le maximum de légèreté, puisque les chaises étaient déjà en fer, et donc pour donner aussi dans l'ensemble un côté esthétique. Donc tous les déchets que j'ai eus de la table, parce que ça a été une commande qui a été faite en 2 fois, les clients m'ont commandé la table et plus tard m'ont commandé les chaises. Donc j'avais gardé tous les déchets de la table pour les utiliser dans les chaises. Donc il y a 12 chaises et c'est une table de 3 mètres qui fait plutôt, bon, on peut imaginer que c'est assez lourd, 300 kilos quoi. Là ici on voit le design des chaises, donc style assez rétro. Voilà. Ici c'était un recouvrement d'un bar. Là c'était un travail plus artistique. Et là, il y a eu pas mal d'upcycling, quoi. J'ai retrouvé des matières qui étaient plus, bon, qui étaient utiles, qui étaient délaissées, et je leur ai donné un côté plus haut de gamme, on va dire. Et j'ai utilisé des poussières je sais pas si on voit quand je zoome ou pas. On n'entend rien. Ok. C'est pas évident de parler à des gens comme ça avec le. Oui, oui, on voit quand tu zoomes. Ouais. Oui. Ok, d'accord. C'est pas évident avec ce système virtuel, mais bon, on s'adapte. Ok, donc voilà, je disais que là j'ai utilisé de la poussière de ciment pour pouvoir faire une paroi et puis faire un collage avec des vieux journaux que j'avais trouvé dans une cave, des journaux des années 40, des journaux de la guerre. Et ça, c'était voilà, pour un bar qui se trouve à Palerme, en Sicile. Et voilà, un peu, c'est toute la décomposition. Donc, c'était toujours le souci premier dans tout ça, c'était de trouver de la légèreté. Comment me libérer de la matière? C'était ça un peu mon souci premier. Parce que par manque d'espace et d'infrastructure, il fallait que je trouve un moyen d'être super léger et de faire un produit commercial, d'en faire un produit commercial, mais avec peu de moyens. Et là, ce processus on démolit pour en faire arriver à de la poussière. Enfin, ici, c'était ce que je recherchais pour en faire des toiles. Donc, je récupérais la poussière de marbre que j'utilisais, que j'accumulais. Au départ, je ne savais pas pourquoi. J'accumulais les poussières et je les stockais dans des pots, quoi. Je me dis, ça me servira plus tard. Et c'est ce qui est né des années plus tard, où j'ai fait ces toiles, mais il y en a beaucoup plus, avec de la poussière de marbre et de la poussière de rouille. Là, c'est ce que j'avais utilisé sur le marbre, sur l'horloge que je vous avais montré tout à l'heure. Et la rouille est revenue ici pour les toiles. Et c'est grâce à ces toiles, mais ça m'a apporté à iStone. Donc iStone, comme disait Léa, c'est des accessoires de style en pierre, donc nœud papillon, boucle de ceinture interchangeable, pendentif et bracelet dans un premier temps. J'aimerais développer tous les produits, même pour les bretelles, des chapeaux personnalisés, les chaussures. Je viens de recevoir mes systèmes d'attache pour pouvoir personnaliser les chapeaux et les chaussures. Donc ici, ma question, c'était comment accrocher une pierre à une ceinture. Donc là, j'étais face à un problème où il fallait que je trouve un système d'attache.
j'avais téléphoné pas mal à d'entreprises qui créaient des bijoux et qui faisaient des pièces sur mesure. Les prix étaient trop élevés. On m'avait fait un premier devis de 4-5 000 euros, rien que pour un système d'attache pour les ceintures. J'avais apporté le dessin en 3D et tout le reste. Et puis, ça m'a mis 7 mois à créer mon premier prototype. Et là, j'avais trouvé le système d'attache pour accrocher des boucles. Donc ça, c'est... Voilà, bon, c'est un peu ce qu'on a déjà dit. Donc les nœuds papillons. Voilà, les nœuds papillons font plus ou moins 35-40 grammes. Ça, c'est un marbre de Carrare. Donc sur des sculptures que je faisais auparavant, les déchets, j'ai toujours gardé les déchets dans des caisses, comme je l'ai dit plus haut, ainsi que les poussières. Et là, ça m'a servi vraiment à faire des objets, j'appelle ça des bijoux sculptures, parce que c'est pas vraiment des bijoux. Et bon, c'est entre la frontière entre un bijou et de la sculpture. Et puis là, il y a toute une collection. Donc voilà les nœuds. Je travaille tout type de pierres. En fait, ce qui m'intéresse, c'est toutes les pierres du monde. Là, je suis en train de faire une collection sur la pierre bleue. Et donc, on peut imaginer qu'un pavé de rue peut devenir un nœud papillon qui est porté. Bon, j'ai des clients qui le portent à leur mariage, qui est un jour important pour eux, et qui à la base était un vulgaire pavé de rue qu'on regarde à peine, quoi. Ça, c'est des choqueurs pour femmes. Donc, très léger, ça fait plus ou moins 15 grammes. Toujours des choqueurs. Et ici, ce qui est intéressant, je ne sais pas si dans les participants, certainement, il doit y avoir des créateurs, des architectes, des designers. C'est vraiment le côté, donc si vous avez des questions, côté technique sur la pierre, je ferai le maximum pour répondre. Je pense que monsieur Dave Liger a répondu, et bien d'ailleurs, sur tout ce qui est relation avec l'architecture et pour tout le côté urbain, sur l'upcycling. Ici, voilà, pour moi, ça a été une libération d'arriver à iStone. Je fais toujours des pièces dans le mobilier, mais je me concentre pour l'instant beaucoup plus sur iStone. Donc, toujours dans le souci de légèreté. Ce qui est bien avec l'upcycling, c'est qu'il n'y a pas tout un processus, c'est pas énergivore. On cherche des matières nobles et on leur donne un côté haut de gamme. Et c'est ça qui est intéressant. Même dans le cuir, ça m'est déjà arrivé de découper un fauteuil en cuir parce que bon, il était un peu abîmé, et d'en faire des objets, des bracelets, autre chose, une gamme supérieure, quoi. Ça, c'est les boucles de ceinture. Donc, comme vous voyez ici, il y a de la malachite, fossile, du schiste, lapis lazuli. Voilà, tout est interchangeable. Donc, on peut changer de boucle et avoir plusieurs couleurs de ceinture. Voilà pour les dames. Notamment ici, on voit la pierre bleue. Donc, j'ai d'ailleurs appelé toute cette collection le bleu de Soigny. D'ailleurs, j'ai oublié un S. Non, ça, c'est de la malachite, les pendentifs. Bon, je sais qu'on doit aller assez vite, parce qu'on n'a pas trop le temps. Donc ça, c'est tous les pendentifs, toutes les formes. Voilà. Donc, je vous invite, si vous voulez voir un peu plus le produit, aller sur www.istone.com et sur la page Facebook iStone Design /iStone Design. Voilà les bracelets. Je pense que l'upcycling, c'est le futur. Ça, c'est clair. Parce que je crois que avec ce qui se passe aussi,
les matières premières vont devenir de plus en plus chères. Et là, j'ai eu l'expérience avec un fournisseur dans le nord de l'Italie pour tout ce qui est mes systèmes d'attache en minuterie. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait faillite et peu d'entreprises ont les choses en main, pour pas dire une. Donc là, avec qui je travaillais, ils ont fermé. Et dans le secteur, là, par exemple, à Ancona, il y a juste une entreprise qui gère toute la revente de la ZAM. C'est une matière qui est cassante, un peu comme ça, mais qui est utilisée dans la bijouterie, les porte-clés. Enfin, et là, ils ont augmenté leur prix de 3 fois le prix, quoi. C'est ce qui se passe. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Et donc, il faut vraiment trouver des solutions créatives. Si on a l'esprit créatif, je crois qu'on trouvera toujours des solutions. Et ça, je pense que même tous ceux qui nous écoutent ont plein de jokers dans le sac, quoi. Donc voilà. Ça, c'est des bracelets avec personnalisation. Donc ça, c'est du schiste. Ici, personnalisation au laser. À savoir, au début, je récupérais plein de pierres de chez mon cousin qui, lui, est marbrier dans le sud de l'Italie. Et je récupérais plein de pierres et j'en faisais des objets artistiques pour arriver à Estone. Et là, maintenant, ça me permet de voyager avec une petite valise, pas grand-chose comme poids, et d'être assez efficace, quoi. Savoir qu'une boucle, c'est plus ou moins 80 grammes, 100 grammes maximum. Et à la taille, on ne sent rien, quoi, puisqu'on porte notre propre corps. Le packaging. Donc ça, c'est un peu toutes les pierres. Je travaille et je suis toujours à la recherche de pierres, de nouvelles pierres. J'ai pas mal travaillé aussi avec j'ai acheté, pour parler de upcycling, des tables, même sur Marketplace, et pour en faire des objets, des tables assez précieuses, on va dire, en onyx. J'en ai trouvé même en malachite, c'est rare, mais on peut en trouver. Voilà, je ne sais pas si je réponds ou si j'ai répondu à des questions que vous avez. En tout cas, j'espère, même ne fût-ce qu'une petite partie. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et voilà, à l'écoute. Leïla ? Merci beaucoup, Giacomo. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, voilà, on me voit. Un grand merci, Giacomo, pour ta présentation. Donc oui, on a déjà pas mal de petites questions. Il y en avait auxquelles tu as répondu au fur et à mesure, mais donc on me demande le poids de tes nœuds papillons, mais tu parlais de 35-40 grammes. Oui, c'est ça, oui. Je ne sais pas si ceux en pierre bleue ont le même poids ou pas, en fonction. Si, ça varie, hein, ça varie. Il y a des pierres qui sont plus denses et donc elles ont un poids. Par exemple, la malachite, il y a du cuivre dedans, donc on prend le même objet, la même dimension, la même épaisseur, la malachite va être plus lourde. Mais c'est très léger, quoi. On le sent vraiment avec la malachite. Le reste, c'est plus ou moins là. J'essaye toujours d'être plus ou moins dans la même palette de poids, quoi. D'accord. Une autre question, donc tu as parlé de ton site, mais une personne me demandait ici où on pouvait trouver tes nœuds papillons. Est-ce que tu as des points de vente, pour trouver tes nœuds papillons, tes ceintures ou tes objets? Pour les trouver, c'est via e-commerce, donc via mon site, www, comme je l'ai dit plus haut, istone.com. Dans des magasins, j'ai fait pas mal de passages, mais là, avec l'histoire du Covid, j'ai tout retiré. Donc, mais c'est pas exclu que je puisse retravailler avec des magasins et des boutiques. Mais voilà, avec ce qui se passe, il faut s'adapter. Mais vous pouvez trouver les nœuds, soit en m'envoyant un email ou soit en passant par le site. Sur Facebook, il y a mon numéro de téléphone. D'ailleurs, ici aussi, il y a toutes les infos. Une autre question qu'on me pose à l'instant, donc on a le poids des nœuds papillons, mais le poids d'un bracelet en pierre. Le bracelet en pierre, c'est pas totalement en pierre, donc c'est du cuir mélangé avec j'en ai un justement, on va voir directement. Donc voilà. Donc la pierre est très légère. Il y a le système d'attache que j'ai développé à l'arrière.
Je ne sais pas Oui. si on te voit, si tout le monde te voit, parce que là, moi, en tout cas, au niveau de l'écran, j'ai le PowerPoint. Un bracelet, ça fait 30 grammes, c'est avec du cuir et de la pierre. Donc, c'est pas totalement un bracelet en pierre, vraiment toute la pierre, quoi. C'est pas un gros bracelet en pierre. Ok, super. Dernière petite question, où te fournis-tu au niveau de la pierre bleue pour tes bijoux? Souvent, je vais dans les à Sprimont, à Soigny, voilà, dans les carrières. Ok, super. Et là, il faut que je cherche les bonnes pièces, quoi, avec des veines et tout le reste. Très bien. Je regarde si on a une dernière que je vois ici. Oui, donc le poids d'un bracelet, ça c'est voilà. Donc pour le moment, j'ai une dame ici qui me dit, je vous suggère de remplacer le cuir par la chambre à air recyclé. Oui, pourquoi pas. C'est une belle idée, mais en même temps, comme la pierre est noble, j'essaie de toujours travailler avec des matières nobles. Maintenant, on peut me dire le cuir par rapport aux animaux et par rapport à l'éthique, peut-être. Je ne sais pas si vous suggérez ça par rapport à l'éthique de la peau d'animaux, je ne sais pas. Esprit recyclage, oui. Oui, peut-être. Je ferai peut-être une ligne en chambre à air. Merci pour l'idée, en tout cas. Je ne sais pas si il y a d'autres questions. Je vais attendre peut-être une petite minute, voir s'il y a d'autres questions à poser. Oui, et aussi pour les véganes. Voilà. Merci, Sandrine. Merci, merci Giacomo, merci Léla. merci à tous les deux d'avoir répondu présent pour cet événement de clôture aujourd'hui soir. Donc merci à tous les participants aussi d'avoir été aussi nombreux, en tout cas pour nous avoir suivis ce soir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter nos intervenants. Je vois que Fabienne nous dit aussi un grand merci. Donc visiblement, vous avez pris autant de plaisir. Donc ça fait plaisir. Voilà. Alors, avant de clôturer totalement cette séance ce soir, on va vous diffuser une petite vidéo dont je vous en parlais tout à l'heure. Donc, mon collègue va lancer la vidéo ici sur le concours Bluestone Design Award qui vous présente une action qui a été faite dans le cadre du module 4 du projet Objectif Bluestone et qui présente notamment nos 2 lauréats du concours. Donc, c'est un concours qui a été organisé dans le cadre du projet. Et ce concours avait pour thème « Jouer en ville, un jeu d'enfant » et 2 œuvres ont été lauréates de ce concours. Une sera posée très prochainement à Soigny et l'autre sera posée à Fourmies en France. Voilà, je vous laisse découvrir cette vidéo. La naissance d'Hexapierre est venue un peu de cette idée-là, avoir quelque chose de simple, quelque chose qu'on puisse escalader ou puisse s'asseoir, vraiment quelque chose de polyvalent. Une certaine référence aussi par rapport à la côte irlandaise Causeway Coast, la chaussée des géants. Donc c'est une formation géologique un peu particulière et qui reprend en fait cette forme hexagonale qu'on retrouve ici dans le projet aujourd'hui. Les bénéfices directs par rapport aux lauréats, donc ça a été un accompagnement au niveau de la rédaction du cahier des charges, un accompagnement aussi pour la protection intellectuelle, forcément de la forme Hexapierre. Ce qui nous a intéressé dans ce projet, c'est d'une part parce que c'est un travail pour la ville de Soigny et donc c'est toujours intéressant en tant que tailleur de pierre sonégien de pouvoir faire un travail qui fera partie même de Soigny, qui sera installé sur une place qui est quand même relativement bien fréquentée. Au niveau de la spécificité, ce qui est intéressant, c'est que déjà on peut utiliser notre machine pour faire la forme hexagonale et ensuite montrer le savoir-faire du tailleur de pierre. Parce qu'il y a quand même 5 finitions différentes sur les pierres. C'est un projet assez sympa qui nous tenait à cœur, c'est pour ça qu'on l'a suivi et qu'on y est arrivé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon atelier et aussi vous montrer quelles sont les capacités de notre micro-entreprise et qui est toujours à la recherche de projets particuliers tels que celui-ci.
Les carrières de la pierre bleue belge ont participé au projet du concours de design urbain en étant membre du jury du concours, mais aussi en fournissant l'un des blocs de pierre bleue pour la réalisation de l'œuvre. J'ai eu le plaisir d'avoir eu un projet qui m'a été confié du nom de Sit and Play. Donc, c'est un projet dont la collaboration de différentes villes ont permis de mettre en avant notre patrimoine belge, dont sa matière, qui est la pierre bleue belge. Matière qui est très noble, qui fut fortement employée dans le passé jusqu'à nos jours. Il m'a été un grand plaisir de pouvoir travailler ces blocs de façon massive, sans devoir ajouter à cela une résine quelconque, une intervention de machine en commande numérique. On peut vraiment dire que les projets et les actions qu'Objectif Bluestone a mis en place ces dernières années a permis de mettre en valeur, mais aussi a mis en avant la pierre bleue. Et donc ça peut vraiment être que positif pour l'ensemble de la filière de la pierre bleue de participer et de soutenir ce genre de projet. Voilà, vous avez pu prendre connaissance du projet réalisé dans le cadre du module 4 pour le projet Objectif Bluestone et prendre connaissance de ce qui a été fait par nos deux lauréats et également par nos prestataires qui ont réalisé ces œuvres pour la ville de Soignies et pour Fourmies. Alors, je voulais vous remercier encore une fois d'avoir tous été présents ce soir. Vous prévenir que le prochain webinaire aura lieu ce vendredi 11 décembre. Donc, c'est mon collègue Benoît Lemens du pôle de la pierre de Soignies qui le présentera. Ce webinaire s'intitule « Le chantier patrimonial comme support de formation et d'insertion ». Donc, je vous invite à y participer et vous pouvez vous inscrire encore voilà, dès aujourd'hui si vous le désirez. Le webinaire de ce jour a été enregistré. Il sera disponible en replay sur notre page et YouTube ainsi que sur la plateforme OBS. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez revoir des passages de ce webinaire, à consulter notre page et notre plateforme OBS sur www.objectifbluestone.eu. Avant de vous dire au revoir, je vais quand même vous rappeler aussi qu'un petit questionnaire est à compléter, va apparaître en bas de votre écran pour voir si vous avez été satisfait de cette soirée, tout d'abord. Aussi, vous dire qu'un lien va apparaître donc dans la discussion, dans le chat, et vous pouvez cliquer et grâce à ce lien, en fait, vous aurez accès à une visite virtuelle en ligne. Vous pourrez véritablement visiter une carrière de la pierre bleue grâce à cette visite virtuelle. Alors, il est grand temps pour moi de vous dire au revoir, de vous rappeler de ne pas oublier donc de compléter ce questionnaire, de vous rendre sur le lien qui s'affiche en bas de votre page à droite. Et encore un grand merci pour tout. Un grand merci à nos experts qui nous ont éclairés sur l'upcycling, le réemploi et le recyclage ce soir. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.